J'ai le plaisir de, j'ai le plaisir de recevoir, d'accueillir là Grégory Didot, que je connais bien, avec qui je travaille, et qui est professeur à l'Université de Montpellier, directeur adjoint de l'Institut de Brest d'épidémiologie et de santé publique, hein, qui est une équipe INSERM, bien évidemment. Et il a un cursus, double cursus, TAPS et psychologie appliquée à la santé. Et il est très spécialisé sur les interventions non médicamenteuses, dont il va nous parler ce soir, ce qui sera après l'occasion d'un débat et d'échange pour lequel je vous engage à poser vos questions sur le chat par écrit, de façon à ce que je puisse les collecter au fur et à mesure pour lui transmettre les questions que vous posez. Greg, à toi la parole. Bonsoir, merci beaucoup Pierre. Donc effectivement, on va aborder un sujet qui peut paraître simple au premier abord, puisque vous êtes des spécialistes. Je vais le mettre juste en diaporama. Est-ce que le diaporama est visible? Parfait, Oui, parfait. parfait. Très bien. Oui, merci beaucoup Pierre. Je vais effectivement vous parler d'un sujet qui paraît simple au premier abord, parce que le mot intervention non médicamenteuse paraît assez évident. Et puis finalement, quand on creuse un peu, qu'on veut s'intéresser donc à la problématique des cancers, finalement c'est un petit peu plus compliqué. D'une part sur ce que revêt ce terme-là, parce que intervention non médicamenteuse, on pourrait penser à une chirurgie, on pourrait penser à un réseau de soins, on pourrait penser à un dispositif médical. On pourrait penser également à une action environnementale, on pourrait penser à une recommandation de santé publique. Et finalement, ce concept, vous allez voir, est assez flou. Et donc, le travail que je vous propose, c'est un travail évidemment d'une équipe extrêmement élargie. Plus de 1000 personnes ont travaillé d'arrache-pied sur ce concept-là pour y voir un petit peu plus clair. Et évidemment, penser que nous pouvons arriver finalement à proposer des interventions au décours des parcours et de traitement de cancer, de solutions qui sont non pas des produits, non pas des dispositifs médicaux, non pas des chirurgies, mais bien des services immatériels et universels de soins qui vont pouvoir améliorer un certain nombre de marqueurs de santé. Voilà, et comme l'a dit Pierre, donc j'ai une casquette un peu multiple. Je suis à la fois membre de l'Institut universitaire de France. Je suis directeur adjoint d'une unité INSERM qui s'intéresse notamment à l'évaluation des interventions non médicamenteuses. C'est un peu grâce à Pierre et au CIRIC Montpellier Cancer qu'on a pu faire avancer cette problématique. Et enfin, je suis président d'une société savante qui s'appelle la NPIS. J'aurai l'occasion d'y revenir. Donc merci d'être là. Et effectivement, merci de pouvoir y contribuer, notamment par vos questions juste après. Alors, le premier point, c'est intervention non médicamenteuse. Vous avez compris, c'est un mot négatif, un mot qui a l'air basé sur le médicament. Et finalement, lorsqu'on regarde la littérature, les scientifiques du domaine de la santé utilisent ce mot, INM, depuis 1975. L'OMS a également utilisé ce terme depuis 2003. La Haute Autorité de Santé a fait ce rapport que vous devez certainement connaître, qui est téléchargeable très facilement. La HAS parle d'intervention non médicamenteuse. La CNSA a fait un document également en parlant d'intervention non médicamenteuse. Donc, si vous voulez bien, à partir de maintenant, je dirai tout le temps INM et puis intervention non médicamenteuse. Donc, le ministère de la Santé l'a évoqué également dans sa stratégie publiée en 2018. Le Haut Conseil de la santé publique l'a évoqué. Le Centre de prévention européen l'a également mentionné. L'IGAS l'a également évoqué, le CESE l'a également évoqué, et dernièrement, de sa stratégie, l'assurance maladie l'a également publié dans son document. Donc ce mot, finalement, il est extrêmement connu, notamment des professionnels de santé, mais vous allez voir que concrètement, c'est pas aussi simple que ça. Et lorsque on regarde la littérature, on s'aperçoit que il y a un frein important à un concept qui n'est pas aussi bien défini. Et finalement, on a l'impression que non seulement la qualification juridique est un peu compliquée. Est-ce que une intervention non médicamenteuse ou une INM, c'est une technique? Donc, vous avez entendu dans la littérature des techniques non médicamenteuses, par exemple une méthode, une technique de méditation. Par exemple, on pourrait parler d'un complément alimentaire, on pourrait parler d'un geste d'acupuncture, on pourrait parler de différentes techniques, hein, et on pourrait les multiplier. D'autres vont parler de méthodes, d'autres vont parler d'approches non médicamenteuses et quasiment une relation au patient, donc avec les questions de bienveillance, les questions d'éthique, les questions de confiance,
pourrait être potentiellement une intervention non médicamenteuse ou une INM, et donc le CARE pourrait l'être. Donc on a finalement une difficulté à y voir clair dans la qualification, mais aussi dans la traçabilité et dans les dossiers médicaux. Et finalement, on ne sait plus quelles sont les interventions. Et ce qui se passe, c'est que beaucoup de praticiens vont être formés. Il y a énormément de recommandations là-dessus en disant vous avez des modèles théoriques, physiopathologiques ou des modèles psychosociaux et vous avez des techniques, par exemple des techniques de changement de comportement pour un psychologue et finalement à vous, praticiens, de pouvoir fabriquer votre propre méthode. Mais ce qui veut dire que clairement, chaque praticien peut réinventer ses propres méthodes, alors que potentiellement, il y a des méthodes qui sont plus efficaces l'une que l'autre, et on arrive à un flou qui est un petit peu délicat. Alors, avec à la fois Pierre Sénès et avec un certain nombre de collègues. Ici, je rends hommage à une de mes étudiantes qui était en thèse à l'époque. On a fait une fouille des réseaux sociaux de femmes atteintes de cancer, donc sur Facebook, sur lequel elles se donnent de l'information sur différentes pratiques. Et donc, on a fouillé, on a étudié, on a analysé 264 000 et 249 posts euh, de forums Facebook entre 2006 et 2015 sur ce qu'elles échangeaient au sens large du terme. Et on a relevé des termes qui avaient l'air de pointer des possibles interventions non médicamenteuses. Et vous voyez ici, intervention psychosociale, on va parler d'hypnose, ou elles ont parlé en tout cas d'hypnose, de sophrologie, MBSR, sevrage tabagique, musicothérapie, hatha yoga, ou d'autres formes de yoga, des activités physiques, le shiatsu, le bodybuilding, le pilate, le tai chi, des thérapies manuelles, l'acupuncture, l'acupressing, l'ostéopathie, la réflexologie, l'auriculothérapie, la chiropraxie, les soins de guérisseurs, des coupeurs de feu, également des plantes. Hein, la liste était conséquente. Il y avait également des régimes, régime cétogène, régime Ducan, le jeûne, la micronutrition. On a également vu des compléments alimentaires qui sont extrêmement nombreux. Et on avait encore d'autres types de pratiques qu'on n'a pas pu classer dans les précédentes catégories, comme la luminothérapie, la médecine quantique, l'électrothérapie, la lithothérapie, les aimants, etc. Donc finalement, les usages ne se font pas nécessairement par le médecin ou par l'oncologue, mais finalement, il y a des messages qui vont passer de patient à patient, ce qu'on appelle une communication horizontale, et sur lequel effectivement, il y a des échanges. On n'a aucune preuve que les patientes vont utiliser ces pratiques, mais il est clair que beaucoup de messages se passent et on voit un chiffre, et donc c'est le chiffre qui est important, juste sur cette petite base de données, nous avons retrouvé 13 84 termes relevant des approches complémentaires, des pratiques conventionnelles ou non conventionnelles de soins. Bref, on voit à quel point elles sont conséquentes, diverses, multiples, et surtout, elles sont peu tracées dans les dossiers médicaux pour l'instant. Et donc, l'autre point, c'est non seulement il y a des pratiques qui deviennent de plus en plus importantes, mais il y a également de nouvelles offres de praticiens hors du code de la santé publique qui sont importants. Donc on a fait ce recensement avec une maître de conférence associée à la faculté de médecine de Montpellier, qui est médecin généraliste de formation. On a recherché sur LinkedIn les noms de métiers généralistes, génériques, offrant des solutions à des personnes patientes ou potentiellement fragiles. Et on a retrouvé donc sur LinkedIn, sur une requête qui a duré un an, 230 métiers hors du code de santé publique. Donc je parle bien des métiers généralistes. Je ne vous ai même pas parlé des spécialistes d'une méthode. On pourrait parler de la méthode MBSR, on pourrait parler de la méthode TCC, TCCI, etc. On pourrait comme ça les décliner. Vous voyez, le nombre de praticiens qui vont potentiellement proposer leurs services à des personnes atteintes de cancer est de plus en plus conséquent.
ce nombre devient divers, pléthorique, et je vous en ai simplement illustré quelques-uns. Vous avez ici acupresseur, apithérapeute, argilothérapeute, aromathérapeute, art-thérapeute, auriculothérapeute, bioénergéticien, chiropracteur, coach santé, eutonicien, fasciathérapeute, orthithérapeute, hypnothérapeute, iridiologue, kinésiologue, magnétiseur, manipulateur, manupuncteur, pardon, naturopathe, rebouteux, psychosomaticien, etc., etc. Bref, un nombre de praticiens qui deviennent de plus en plus importants, et effectivement, ça veut dire que ils peuvent répondre à des besoins que les patients vont avoir, et effectivement, on sent que il est nécessaire d'aller un petit peu plus précisément sur ce qu'on pourrait ici définir comme intervention non médicamenteuse. Alors, j'ai deux casquettes, vous avez compris. J'ai une casquette d'universitaire, de chercheur. Et donc, je voudrais simplement vous partager cette application que nous avons développée avec un ingénieur au sein de l'Institut d'Hébré d'épidémiologie et de santé publique, donc notre équipe de recherche à Montpellier. On a développé et lancé une application gratuite, publique, qui permet d'identifier des risques d'interaction entre un traitement biologique classique du cancer et une approche non médicamenteuse, une approche complémentaire, une pratique non conventionnelle de soins. Et donc cette application, elle est gratuite, vous pouvez la télécharger. Vous pouvez également contacter donc l'ingénieur qui s'appelle Dominique Granier. Vous avez ici le mail. Bien entendu, si vous le souhaitez, je pourrais tout à fait partager le diaporama. Bref, cette solution qui a été développée par une boîte informatique qui s'appelle Calia Santé, donc est aujourd'hui publique, partagée, et vous pouvez la télécharger et l'utiliser. On a reçu le soutien à la fois de l'ICEM, on a reçu le soutien du CIRIC Montpellier Cancer, on a également reçu le soutien de la région Occitanie et la Ligue contre le cancer. Donc je tiens à remercier évidemment ces sponsors qui nous ont permis de développer cette application. Il est clair que la multiplication des offres complémentaires, des soins complémentaires, peuvent amener potentiellement, dans certains cas, des risques d'interaction. Une plante, c'est pas parce qu'elle est naturelle que c'est pas nécessairement en interaction et potentiellement avec des toxicités ou avec des conséquences pour les patients. Donc tout l'enjeu était d'avoir une application. Donc je reviens maintenant au propos des interventions non médicamenteuses. Alors, vous le savez peut-être, mais on travaille sur le sujet dès que la Haute Autorité de Santé a lancé donc ce rapport sur donc les INM. On a, nous, créé une plateforme universitaire en disant qu'il était important de pouvoir concevoir finalement une évaluation spécifique à des services. Autant vous connaissez le modèle de validation du médicament, et il y a un process qui est évidemment d'abord scientifique et qui a été réglementé. Or, pour les interventions non médicamenteuses, ben, il n'y a pas nécessairement, il n'y avait pas de modèle consensuel. Un autre de mes thésards qui s'appelle François Carbonel a fait la revue de la littérature et il y avait 46 modèles en 2019, en avril 2019 précisément, d'évaluation de ces interventions non médicamenteuses. Donc des auteurs disaient, mais non, il faut simplement faire un recueil de l'avis des patients et ça suffit à prouver que ça marche. D'autres voulaient faire des choses aussi absurdes, et Bruno Falissard l'évoquait dans ses publications, sur lequel il faut faire un essai randomisé contrôlé en double aveugle, dont la personne elle-même n'est pas au courant qu'elle est en train de faire cette méthode. Donc, moi, je ne sais pas comment on fait, mais une méthode de kinésithérapie, un programme d'activité physique adaptée, une psychothérapie, lorsqu'on fait des études où on veut comparer l'efficacité de solution 1 ou de solution B et sur lequel le patient ne sait même pas ce qu'il prend, bah, évidemment, c'est totalement absurde parce qu'en effet, il est impossible de le cacher au patient puisqu'il est bien en train de faire ce programme d'activité physique adaptée. Donc, cette plateforme a conduit à un congrès qu'on a commencé à Montpellier, qu'on a fait à Montréal, qu'on a fait à Paris. Et puis finalement, on s'est rendu compte, et je voudrais rendre hommage ici au professeur Henri Pujol, qui est un de mes maîtres, en disant que bah, finalement, tant qu'on est une plateforme universitaire, bah, finalement, on produit de la connaissance, mais elle n'est pas ancrée
dans une réalité et elle n'est pas pratico-pratique. Et c'est la raison pour laquelle, en 2021, nous avons transformé cette plateforme universitaire collaborative en société savante, donc qui s'appelle la Non-Pharmacological Intervention Society, donc la NPIs, et dans l'optique, effectivement, de pouvoir construire un modèle harmonisé d'évaluation de ces interventions non médicamenteuses. Mais pour construire ce modèle d'évaluation des interventions non médicamenteuses, il fallait aussi pouvoir définir précisément ce que revêtait ou quel était le périmètre, en tout cas, de ces interventions non médicamenteuses. Donc, nous avons travaillé de façon importante avec un élément très très important, et je tiens à le signifier et le dire et le redire, parce que peut-être qu'il y aura des questions sur le sujet. Notre but n'est pas de plaider pour telle ou telle intervention non médicamenteuse, mais bien d'établir une démarche scientifique permettant d'identifier quelles sont ces interventions non médicamenteuses. Et donc on s'est basé sur les recommandations internationales en recherche santé, et aussi, on s'est basé sur l'approche santé-patient. On a travaillé de manière interdisciplinaire. Alors, c'est vrai que souvent, les chercheurs travaillent de façon disciplinaire, les biologistes avec les biologistes, les sciences humaines avec les sciences humaines, les statisticiens avec des statisticiens. Et donc, on s'est dit que ce n'était pas de cette façon qu'on pouvait avancer. Donc, on a rassemblé en fait des gens venant de différentes disciplines scientifiques, mais on ne voulait pas que ce soit uniquement, et c'était la critique qu'on avait fait dans le papier publié avec François Carbonel en 2019, uniquement une méthodologie de chercheurs pour des chercheurs, on la voulait également intersectorielle. Et c'était un peu l'ADN de la création de notre plateforme universitaire CEPS. C'était l'idée qu'il fallait réfléchir avec des patients, avec des praticiens, également avec toutes sortes d'opérateurs de santé, des hospitaliers, des administratifs, pour voir comment on pouvait effectivement identifier des invariants d'évaluation de ces interventions non médicamenteuses. Et un autre point qui nous semblait également important, c'est transpartisan. Ça veut dire qu'on n'est pas là pour défendre plus une méthode qu'une autre, mais bien avoir l'idée que on peut arriver à créer une grille de lecture permettant d'identifier les interventions non médicamenteuses. Donc, je vais passer relativement rapidement. Si vous le souhaitez, il y a des publications sur HAL, dans la revue des kinés. Enfin bon, on a fait même un livre blanc où vous retrouverez tous ces documents-là. Une première phase pendant un an avec 7 réunions multidisciplinaires et intersectorielles sur lesquelles on a, par itération, identifié les recommandations éthiques et méthodologiques pertinentes pour les interventions non médicamenteuses. On a fait une deuxième étape avec une amélioration de ces recommandations pendant 4 mois avec 9 réunions à partir de 4 collèges, un collège chercheur, un collège usager, un collège praticien et un collège opérateur de santé. Donc il y avait 300 participants. Puis ensuite, on l'a proposé en ligne en disant, vous pouvez voter. Et à partir de là, donc, il y a eu 503 participants qui ont voté chacun par collège. Et on a retenu les recommandations qui avaient au moins 80% d'accord. Et ensuite, on l'a présenté, ce modèle d'évaluation, donc aux autorités de santé françaises, les agences, les sociétés savantes. Et on a eu donc des réunions d'experts parce qu'il y a eu effectivement des changements vis-à-vis de ce qui avait été fait auparavant. Et donc, à partir de cette recommandation, vous allez voir, finale, ça fait 77 recommandations méthodologiques et éthiques, dont 14 éthiques. On l'a restitué au ministère, aux agences, aux organismes sociaux. Donc, vous voyez ici, au ministère de la Santé, Monsieur Grégory Emery, DGS, au Sénat, le 6 octobre 2023, à la Haute Autorité de Santé, le 7 novembre 2023, à l'assurance maladie, le 12 décembre 2023, à la CNSA, le 18 janvier 2024, à Santé publique France, en janvier 2024, et récemment, on l'a présenté à l'Académie de médecine. Donc ce travail-là, je tiens à vous le dire, c'est un travail collaboratif. Et c'est un travail finalement, non pas évidemment d'une personne, mais bien d'une équipe, une équipe sur laquelle il y avait
22 experts qui ont piloté avec moi ce travail. Certains sont médecins praticiens, certains sont chercheurs, certains sont praticiens-chercheurs comme Bruno Falissa, méthodologiste connu et reconnu. Il y avait également deux représentants des usagers et il y avait évidemment des opérateurs. Bref, on a fait un travail absolument considérable et je tiens ici à les remercier. Donc concrètement, ce qu'on a fait, c'est d'une part d'identifier et d'isoler ce que sont ces INM. Donc comment faire? C'est évidemment de préciser une définition et de circonscrire un périmètre donné. Alors, premier point, donc une intervention non médicamenteuse, c'est un protocole. Donc ça ne peut pas être une approche, ça ne peut pas être le care. C'est bien un programme avec une durée donnée dans un cadre particulier. Deux, c'est un protocole donc de prévention santé ou de soins, donc soit en amont d'une maladie, soit potentiellement une fois qu'elle est diagnostiquée. C'est un protocole qui est efficace, ça veut dire qu'il y a eu des études, vous allez voir, cliniques qui ont montré l'efficacité et la sécurité. Ce protocole, il est personnalisé. Ça veut dire que ce n'est pas une recette toute bête à appliquer naturellement. Il faut que le praticien puisse l'ajuster aux besoins de la personne, de ce contexte de vie et de son environnement. C'est pas non plus, donc on a mis non invasif, mais vous avez compris pourquoi, hein. Intervention non médicamenteuse, on pourrait l'assimiler, et il y a quelques chercheurs qui imaginent ça, à une chirurgie. Donc évidemment, il ne s'agit pas de chirurgie. Il est référencé, je vais y revenir, et il est encadré par un professionnel qualifié. Alors, je voudrais insister sur le mot qualifié. Évidemment, certains d'entre vous sont des kinésithérapeutes, des ergothérapeutes, des psychomotriciens, des diététiciens. Dans les formations que vous avez reçues, vous avez des modèles physiologiques et des modèles psychosociaux, et vous avez des techniques. Et tout l'enjeu, c'est effectivement pour les formations initiales de dire que vous pouvez concevoir toutes les méthodes que vous voulez. Tout l'enjeu, il allait peut-être un peu plus précisément sur les méthodes et donc sur les interventions. Exactement, je vais prendre une analogie qui peut paraître bizarre sur l'aéronautique. Quelqu'un qui a un brevet de pilote en formation initiale ne peut pas voler en tant que professionnel sur un quelconque avion. Il a besoin d'une qualification spécifique pour tel ou tel appareil. Eh bien, l'enjeu, effectivement, c'est de dire que les interventions non médicamenteuses ont concrètement des qualifications par protocole, par intervention, et ce qui fait que finalement, on peut renforcer, c'était l'enjeu du début, et pour répondre aux besoins du début, améliorer la précision de ces interventions. Et vous voyez sur le schéma de gauche l'idée que ces interventions non médicamenteuses, bah, ça n'a rien à voir avec des anti-médicaments. On n'est pas du tout en train de parler ici de médecine alternative. On est en train de parler d'une intervention qui va compléter des produits ou des dispositifs biomédicaux, qui va compléter des recommandations générales de santé publique sur l'alimentation, sur l'hygiène, sur l'activité physique, sur la consommation d'alcool, sur le fait de ne pas fumer, etc. Donc des recommandations de santé publique, mais aussi des mesures environnementales et donc, évidemment, penser que l'environnement va compter pour notre santé. Donc, voilà un travail de précision, en tout cas, de ce qu'on attend d'une intervention non médicamenteuse, et avec trois domaines majeurs ou une dominante psychosociale, des psychothérapies, des programmes d'ETP, ou en tout cas des programmes de prévention santé, des interventions nutritionnelles comme des régimes ou comme des jeûnes intermittents, et des programmes corporels, des programmes d'ergothérapie, des méthodes de kinésithérapie, des programmes d'activité physique adaptée, etc., etc., etc. Donc voilà pour la qualification. Ensuite, donc voilà le cadre d'évaluation que nous avons mis en évidence. Donc c'est l'idée que une intervention non médicamenteuse doit avoir une intervention mécanistique. Ça veut dire des études qui vont avoir pour but d'expliquer le pourquoi ou quels sont les mécanismes d'action de cette intervention. Il y a également, et donc c'est un petit peu nouveau, c'était pas très connu dans la littérature, des études prototypiques. L'idée,
et de décrire précisément un protocole. Donc, quel est le protocole? Pourquoi il y a une séance 1? Pourquoi il y a une séance 2? Pourquoi il y a une séance 3? Et quels sont finalement les contenus qu'il peut y avoir? Je vais donner un exemple très concret. Il y a la méditation au sens large et il y a le MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction. Eh bien, le MBSR, ce sont 8 séances bien calibrées qui donnent finalement euh, une compétence et sur lequel le patient ou la patiente va pouvoir l'utiliser. Il s'agit bien finalement d'un starter qui peut avoir des impacts sur des modifications de comportement. Donc les études observationnelles, vous connaissez par cœur. L'autre point sur nos recommandations importantes, c'était sur les études cliniques ou les études interventionnelles, hein, c'est le même mot. Et effectivement, sur ces études interventionnelles, tout l'enjeu était de dire comment on peut se passer de la question du double aveugle, et notamment vis-à-vis du patient. Et il y avait beaucoup de chercheurs dans la littérature, et en particulier quelqu'un qui s'appelle Daniel Schwartz, qui disait on peut faire des études cliniques en vie réelle. Et nous avons pris cette recommandation-là, toute l'équipe, de dire il faut faire des études cliniques en vie réelle pour démontrer l'efficacité d'une intervention. Donc, pour en résumer, donc avec des marqueurs qui sont à la fois quantitatifs et des marqueurs qualitatifs. Donc, pour le dire autrement, des marqueurs biologiques et des marqueurs potentiellement comportementaux et des marqueurs subjectifs ou des marqueurs qu'on va appeler les patient reported outcomes. Mais ce n'est pas tout. On fait une autre recommandation importante, ce sont des études d'implémentation. Pourquoi? Parce que il y a des interventions non médicamenteuses issues des médecines traditionnelles qui, dans certains pays, ont pu faire leurs preuves, c'est vrai. Mais la question, c'est de savoir si elles sont également faisables et si elles sont applicables, si elles sont accessibles et si elles sont véritablement bénéfiques pour les patients dans un pays. Et donc, on recommande de faire une étude d'implémentation afin de pouvoir concrètement pouvoir les partager. Et donc, vous pouvez télécharger ce document hein, si vous allez sur Internet en tapant NPI modèle ou est-ce que vous pouvez taper également donc, évaluation des interventions non médicamenteuses. Vous allez retrouver ce document en français et en anglais comportant les 14 recommandations éthiques et les recommandations qui sont méthodologiques pour chacune des études dont j'ai parlé. Alors, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une intervention non médicamenteuse a une désignation. Donc, peut-être que je vais choquer certains d'entre vous ici et qu'on va en parler, mais la kinésithérapie n'est pas une intervention non médicamenteuse. La diététique n'est pas une intervention non médicamenteuse. L'activité physique adaptée n'est pas une intervention non médicamenteuse. Par contre, un programme, un protocole dans un cadre donné, et en l'occurrence ici, durant les traitements du cancer, vont pouvoir devenir une intervention non médicamenteuse. Vous me suivez? Il y a une vraie différence là entre les recommandations de santé publique, bouger plus, évidemment, c'est important, c'est nécessaire. Et à côté, il y a des protocoles ciblés de la médecine finalement de précision et personnalisés qui vont permettre d'avoir des impacts significatifs. Et tout le monde n'a pas finalement le même programme parce qu'effectivement, il y a des besoins qui sont différents. Et un autre point très très important, c'est que la recommandation, le conseil ou la prescription n'est pas de l'ordre de l'opérateur de santé, mais bien de l'équipe de soins, du médecin, de l'oncologue, qui va effectivement recommander une intervention. Et évidemment, il peut la combiner à 2 interventions ou 3 interventions en fonction du patient. Et donc, vous voyez ici une désignation, un bénéfice principal de santé, des bénéfices secondaires, des risques identifiés, des mécanismes explicatifs, une population cible, un protocole, un professionnel ou des professionnels de santé pouvant le mettre en œuvre et un contexte d'utilisation. Je pourrais prendre un exemple très concret, l'hypnothérapie. Si elle se pratique sur la place Jean Jaurès de Montpellier, on est potentiellement dans une pratique qui serait une pratique de divertissement. On n'est pas chez Mesmer. L'enjeu, c'est qu'effectivement, ce soit dans le cadre conventionné associé à la santé, que ce soit dans une association de patients, que ce soit une maison de santé pluriprofessionnelle, que ce soit dans un réseau de soins, que ce soit dans un hôpital. Bref, il y a des contextes d'utilisation et on ne peut pas le faire où et n'importe comment. Donc, une intervention non médicamenteuse, vous voyez, c'est un protocole décrit. Décrit veut dire qu'il est
reproductible, donc il faut au minimum une étude prototypique, il doit être explicable, il doit y avoir une étude au minimum mécanistique expliquant quelles sont les raisons de l'efficacité de cette intervention. Il faut que ce soit efficace, donc ce protocole, ça veut dire qu'il y a eu au moins 2 études démontrant qu'il y a des bénéfices et bien sûr, son pendant, qu'il y a une sécurité et que tout est fait pour qu'effectivement, il y ait une précaution qui soit donnée vis-à-vis de ces interventions. Et le dernier point, c'est que ce protocole doit être implémentable. Il ne doit pas être pour des chercheurs et que pour des chercheurs dans des laboratoires, mais bien que cette intervention puisse se pratiquer dans un contexte donné. Et on a pris l'échelle d'un pays pour dire qu'effectivement, c'est faisable. Donc, concrètement, ce modèle, aujourd'hui, il est soutenu par différentes autorités de santé, l'INSERM, l'INCa, le grand réseau de recherche français qui s'appelle FCRIN, et également le Centre de fin de vie et de soins palliatifs qui ont donné caution vis-à-vis de ce modèle d'évaluation. Mais on a également le soutien de sociétés savantes et je remercie évidemment l'AFSOS dans le cancer. Je remercie également la Société française d'urologie. Je remercie d'autres sociétés françaises qui sont vraiment très, très importantes pour nous, notamment le Collège de médecine générale. Mais vous avez ici, vous voyez, la Société savante de la douleur, la Société savante de cardiologie, de nutrition. Bref, on a plein de sociétés savantes, 30 pour être exact aujourd'hui, et le CNGE également, et donc on les remercie qui nous soutiennent. Et tout l'enjeu, évidemment, de ce modèle d'évaluation, c'est d'aller plus concrètement aujourd'hui, et c'est une annonce que je vais vous faire, en tout cas, et donc je suis ravi que vous soyez ici présent, donc de passer de la théorie, vous avez compris, d'une grille de lecture, d'une démarche scientifique, à concrètement la création d'un référentiel. Et donc c'est quasiment la première fois qu'on l'annonce publiquement. Donc un référentiel des interventions non médicamenteuses qui va être ouvert et partagé à l'Europe en français et en langue anglaise. Donc l'objectif, il est tout simple. Il est de laisser la possibilité d'une connaissance euh, à tout patient des interventions qui ont respecté ce modèle d'évaluation. Et évidemment, dans cette bibliothèque qui va se construire, qu'on a appelé le référentiel des interventions non médicamenteuses, eh bien finalement, la possibilité pour les prescripteurs, pour ceux qui suivent des patients, de pouvoir les proposer et finalement d'aider également ceux qui mettent en œuvre ces interventions de suivre potentiellement ce protocole, mais pas que, dans l'optique également de ce système d'un retour d'usage. Ça veut dire qu'on va pouvoir collecter par ce référentiel, par cette plateforme numérique, des informations ou des retours d'usage des patients et également des professionnels pour pouvoir faire remonter aux auteurs qui auront soumis une intervention non médicamenteuse et qui a été validée, NPIs, donc l'idée d'une amélioration continue. Donc pour être très clair et très concret, on va établir un système d'amélioration continue de ces interventions par un portail numérique qui va être accessible gratuitement à tout le monde. Donc, vous l'avez vu, c'est marqué juste en dessous. Mais en tout cas, le 16 octobre à 14 heures, donc à la Cité universitaire internationale, lors de notre congrès NPI Summit, le 12e du nom, nous allons donc lancer ce portail. Et l'excellente nouvelle, et évidemment, je me réjouis de leur soutien, c'est que l'assurance maladie a donné un accord pour le lancement de ce référentiel avec l'optique de commencer à tracer ces interventions non médicamenteuses dans les parcours de soins. Également, la CNSA donc, a donné son accord. Et je remercie infiniment également la Ligue nationale contre le cancer qui soutient ce référentiel. L'optique est finalement, et comme je le disais, de créer un cercle vertueux sur lequel les interventions vont de plus en plus se perfectionner, s'améliorer et finalement rendre encore plus de bénéfices aux patients
dans des situations évidemment très difficiles qui sont le diagnostic et les traitements du cancer. Donc tout ce système-là, il se veut à la philosophie et aux valeurs finalement de notre société savante, l'idée qu'on partage la connaissance, mais évidemment surtout pas qu'on va imposer des recommandations. Ces recommandations, elles vont être établies par expertise de spécialistes indépendants qui vont effectivement permettre donc de les identifier, de les caractériser et de permettre aux praticiens de pouvoir y accéder et y contribuer. Et donc, pour aller plus loin, on sait très bien qu'il n'y aura probablement, comme par exemple en Australie, pas que les organisations de type assurance maladie ou CNSA ou peut-être d'autres comme la MSA qui pourraient soutenir le système, mais il y aura certainement des complémentaires santé. Et je voudrais ici remercier ProBTP et Harmonie Mutuelle, c'est les deux premières mutuelles qui veulent jouer ce jeu, en tout cas de concrètement pouvoir potentiellement demain ou après-demain rembourser mieux ou plus, en tout cas, ces interventions non médicamenteuses parce qu'elles seront codées, tracées et évidemment dans une sécurisée vis-à-vis des professionnels. Donc, je vous montre ici le référentiel, à quoi ça va ressembler. Donc, vous allez pouvoir vous connecter donc, sur un site web. Il y aura une partie qui sera accessible à tout un chacun, au grand public, aux aidants, aux familles. Et vous aurez une partie qui sera donc un accès professionnel pour avoir plus de détails sur les interventions non médicamenteuses. Vous pourrez faire une requête. Donc une requête ici pour les solutions, les interventions, donc avec une dominante psychosociale, des interventions qui seront à dominante corporelle et des interventions à dominante nutritionnelle. Et donc encore une fois, tout ça sera ouvert la semaine prochaine. Je voudrais conclure avant la discussion en disant que finalement, ce qui se passe sur les interventions non médicamenteuses, c'est ce qui s'est passé il y a à peu près 70 ans dans les médicaments. C'est-à-dire qu'il y a eu une explosion de la recherche et cette recherche a identifié des problèmes et peu à peu, de façon un petit peu contre-intuitive, lente, mais finalement assez sereine, elle a commencé à identifier comment ces pratiques peuvent être déclinées, comment elles peuvent être proposées aux patients. Et vous voyez, la littérature scientifique a véritablement explosé à partir des années 2000. Et c'est surtout depuis les 10 dernières années que le nombre de publications citant le mot intervention non médicamenteuse a été multiplié par 3. Et ainsi, on va pouvoir créer des protocoles de prévention et de soins qui vont être qualifiables. Donc, qualifiable, ça veut dire juridiquement, et vous voyez le risque qu'on prend là, c'est quand même quelque chose qui va être un peu disruptif. Ça veut dire qu'un service, non pas un produit, un dispositif médical, non pas un objet, une aide technique par exemple, mais bien un service va pouvoir être qualifiable juridiquement avec une possibilité potentiellement de reconnaissance de la propriété intellectuelle, mais aussi de la traçabilité et de formation qui vont être associés à ça, donc des modèles économiques qui vont être proposées. Ces interventions, puisqu'elles auront un code unique, elles vont pouvoir être intégrées dans les logiciels métiers. Un médecin pourra avoir le Vidal des interventions non médicamenteuses sur son ordinateur et il pourra potentiellement les prescrire. Elles seront traçables, forcément, elles seront traçables puisqu'il y a un code. Donc, ce qui veut dire que les intelligences artificielles, demain, qui vont aider certainement au conseil, à la prescription, elles diront plus activité physique ou alimentation parce que ça veut rien dire, ou intervention psychosociale. Mais on aura des choses bien plus fines. Donc, les financements seront meilleurs et on pourra les améliorer en continu. Donc, concrètement, on en est là. C'est un moment, je dirais, extrêmement important, voire décisif dans notre société savante qui, aujourd'hui, compte de plus en plus de membres. Et donc, c'est l'organisation de notre 12e congrès qui s'appelle NPI Summit, donc le sommet des interventions non médicamenteuses, sur lequel, du 16 pardon, au 18 octobre 2024, donc la semaine prochaine, on va pouvoir donc réunir non seulement les scientifiques, mais justement, c'est là où on change en employant ce mot de summit ou de sommet, c'est d'inviter également des associations de patients,
inviter également des organisations professionnelles et évidemment inviter également des opérateurs de santé. Donc, l'inauguration de ce référentiel va être un moment clé. Ça se passera le 16 octobre. Vous pouvez même y participer si vous le souhaitez en ligne. Voilà, ce sera un grand moment parce qu'il y aura un représentant de l'Académie de médecine, il y aura un représentant du Collège de médecine générale, il y aura des représentants de l'assurance maladie, de la CNSA, de sociétés savantes. Bref, on est là en train de fabriquer finalement un modèle, allez, qu'on va qualifier un peu de français ou d'une vision particulièrement francophone de la santé, dont le but est de l'exporter au niveau européen, naturellement. Et on est évidemment, avec notre société savante, en train de discuter au niveau européen. Il y aura, au cours de ce congrès, non seulement le lancement du référentiel devant la presse, mais on aura également un forum spécifique sur les questions juridiques, économiques, techniques, cette session va être animée par Michel Noguès, qui est vice-président de la NPIS. On aura également une session européenne, parce qu'on ne veut pas s'arrêter là, et donc on annoncera, mais je vous l'annonce à l'avance, mais qu'on fait une session à Bruxelles le 5 décembre pour effectivement avoir une vision européenne, parce que finalement, ces pratiques INM sont des soins ou des actions ou des méthodes de prévention qui ont une valeur universelle et on peut arriver à effectivement le diffuser ou l'exporter au niveau européen. Et donc pour accompagner tout ça, il fallait effectivement un livre blanc et donc le voilà, je vous l'annonce également, donc la couverture, vous êtes les premiers à le savoir, donc on va publier un livre blanc qui sortira ce mois-ci et il y a une petite symbolique parce qu'effectivement, c'est dans le cadre de toutes les problématiques autour de cancer. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et puis je suis à votre disposition pour toutes les questions. Merci, à toi Pierre. Merci beaucoup, Grégory, pour ton enthousiasme et tout ce que tu as réalisé. Donc, il y a maintenant la possibilité de poser des questions sur le chat. La première question qui est apparue là, qui était un problème très pratico-pratique, c'est d'abord l'accès non pas l'application. La première question, c'était surtout l'adresse du site où trouver les documents. Et ça concernait la diapositive qui était avant le CRIN. Juste avant le CRIN, tu avais une diapositive. Là, la question est venue sur cette diapositive. Et donc, je pense que c'est le NPS modèle probablement Hmm. qui était concerné là-dedans. Et donc, l'adresse n'était peut-être pas si évidente que ça à trouver. Est-ce que tu as un site que tu mets dans le chat? Un Alors, lien peut-être que tu peux copier-coller ou pour le mettre dans le chat, c'est possible? Ou me l'envoyer et je le mettrai dans le chat comme tu veux. oui, mais vous tapez juste sur Google NPIS modèle et il n'y a absolument aucune raison que vous ne tombiez pas aujourd'hui sur la page. Et vous avez là la vidéo de notamment comment on l'a présenté au Sénat. Il y a l'ensemble des experts et tout le travail qui a été fait, voilà, normalement sur NPIS et puis plus loin modèle ou évaluation des INM. Vous tapez les deux et vous devez le trouver, il n'y a pas de raison. D'accord. L'autre question était, ça concernait l'outil Click Interact Oui. que tu nous as montré déjà ici et que tu as présenté aujourd'hui. Il y avait des problèmes d'intégration et de connexion. Est-ce que ton modèle est définitif, cet outil, ou est-ce qu'il est en développement? C'est une version bêta? C'est quoi? Alors, c'est une version qui est jamais définitive puisque c'est une bibliothèque, donc elle est tout le temps en train d'être actualisée. Nous avons des systèmes IA et nous avons un système par expertise collective. Donc, effectivement, il est disponible. Peut-être que Dominique Granier, s'il est présent là, pourra donc répondre un petit peu plus, mais effectivement, le système va s'améliorer progressivement. Dominique Granier est à votre disposition pour toutes ces questions-là. Oui, il est présent, il échange sur le chat, hein, il n'y a pas de problème. Extra. J'ai d'autres questions pour toi. Je ne vois pas de questions là sur les personnes qui sont connectées, non, sont muettes pour l'instant. Donc, n'hésitez pas à poser sur le chat vos questions. Voilà. En quoi consiste le NPS modèle et les INM? Son applicabilité pourrait-elle s'étendre de manière favorable en Afrique? C'est tout à fait l'objectif. L'objectif est d'identifier des services. On a mis 15 ans à être clair. 15 ans. Donc, ces protocoles de soins euh, sont faits depuis des siècles, je veux dire des millénaires.
Hippocrate avait déjà pensé à l'idée d'améliorer la santé par l'alimentation, par l'activité physique ou par des interventions psychologiques ou la philosophie. On n'a rien inventé. Ce qu'on est en train de faire, c'est simplement, dans notre monde et la façon dont on vit aujourd'hui, se dire qu'on peut identifier les meilleures pratiques, les meilleurs protocoles, autant de séances le moins possible pour embêter le moins les patients, avec l'efficacité la meilleure. Et effectivement, tout l'enjeu est de dire que ce protocole, je vais prendre un autre exemple que dans le cancer, mais un protocole de kinésithérapie qui aurait une efficacité pour la lombalgie, par exemple, eh bien, effectivement, s'il est valable potentiellement pour la France, il est valable pour l'Allemagne, mais il est valable pour le Maroc ou d'autres pays africains, et en disant que finalement, on va pouvoir l'exporter. Donc, en gros, on est en train de fabriquer un patrimoine immatériel, vraiment un patrimoine de solutions immatérielles de santé, mais sur lequel vous en faites pour beaucoup d'entre vous déjà. On n'invente rien. On qualifie, on améliore la traçabilité et on améliore finalement le retour sur usage. Et c'est une excellente question parce qu'on pourrait l'évoquer, par exemple, en Afrique sur les plantes. Il y a beaucoup de pratiques ou de médecine traditionnelle qui utilisent des plantes. Et puis tout d'un coup, il y a eu un travail de recherche qui a permis d'identifier des médicaments à des doses particulières, selon des posologies particulières. Et finalement, ces solutions, qui s'appellent des médicaments, reviennent dans certains pays parce qu'effectivement, il y a une sécurité, il y a une validité et il y a une reconnaissance. Ben, finalement, ce qu'on est en train de faire, on amorce quelque chose. Et donc, tout l'enjeu, c'est surtout pas de dire que et vous allez être déçu si vous, le 16, vous vous connectez, et je n'ai pas le droit de vous dire le lien qui va être fait, mais voilà, on va l'annoncer suffisamment avec la presse et avec des réseaux sociaux, mais en disant que vous allez être frustré parce qu'il y aura que 10 interventions de médicamenteuses. Mais tout l'enjeu des chercheurs du monde entier pour pouvoir soumettre des propositions d'intervention non médicamenteuses et pouvoir effectivement les lister dans notre référentiel. Mais on pourrait dire aussi, quelque part, le Vidal des interventions non médicamenteuses, si j'étais un peu fait une analogie qui vaut ce qu'elle vaut. Euh, Merci beaucoup, Greg. Autre question, et là, ça va concerner la Société française du cancer, puisque c'est une question qui est que pense la SFC des INM et comment voit-elle l'implémentation de ce modèle? Donc, ça va être plus pour Mme Charvet la réponse, si je Alors comprends moi, je ne bien. suis pas médecin. Alors il y a Jacques Robert qui est en ligne, qui à mon avis pourrait répondre parce que c'est notre ancien secrétaire général. C'est extrêmement intéressant. Et je pense qu'effectivement, c'est qualifier, comme vous dites, ces interventions qu'on pratique tous plus ou moins. Quand Bien on sûr, donne un conseil diététique, quand on donne bien sûr. un conseil comment dire, de bouger, etc. Éventuellement d'aller voir les psychologues qui sont attachés au centre anticancéreux le plus souvent. C'est peut-être un peu différent là. Mais je pense qu'il y a effectivement euh, tout un champ que l'on pratique sans savoir et sans avoir comment dire, de possibilités, de précision sur ce qu'on fait, qui ne demande qu'à être rationalisé et de façon à être mise en place de façon comment dire, de façon euh, opérationnel et efficace et qu'on ne reste pas dans l'à peu près, oui, c'est bien de mieux manger, c'est bien de suivre un régime en prévention, en particulier en prévention secondaire des cancers du sein, mais pouvoir mieux cerner les choses et le faire avec réellement un substrat rationnel, valider des modalités qui sont bien standardisées, ça ne peut qu'apporter énormément. Et même si je suis à la retraite depuis déjà un certain temps, et de toute façon que je suis plus biologiste, je suis médecin, mais j'ai surtout pratiqué en biologie qu'en clinique. Mais enfin, j'ai quand même été associé à pas mal au développement de médicaments, justement. Mais c'est quelque chose qui est extrêmement utile, extrêmement satisfaisant et qui va progressivement occuper le terrain pour améliorer les traitements de façon générale
et en tout cas de façon rationnelle. Alors moi, je suis beaucoup plus branché sur les médecines alternatives, sur le charlatanisme, sur toutes les fraudes qui peuvent exister. Ça n'a rien à voir, comme vous l'avez dit, avec les systèmes d'intervention non médicamenteuse, bien évidemment, qui sont, qui sont à mettre en place progressivement. Et je pense que... Alors, je ne sais pas si vous avez des contacts avec Unicancer. Alors oui, mais je voudrais juste réagir. Je vais vous le dire après, mais Vous êtes au centre anticancéreux de Marseille ou non, non, je suis donc de Montpellier, je vous l'ai dit, mais au à centre Montpellier. anticancéreux. Je suis à Montpellier, mais je voudrais juste rebondir sur ce que vous Oui, dites, en fait. Merci beaucoup. Et effectivement, on est prêt à pouvoir discuter avec la Société française du cancer. L'enjeu qu'il y a derrière, c'est effectivement de pouvoir, parce que les dépistages sont de plus en plus précoces, finalement, avoir des interventions qui vont être bien plus spécifiques et dont on voit qu'il y a une potentialisation des effets. Et donc, si, on va dire, excusez-moi du terme, mais il y a 30 ans, on pouvait dire bougez plus, ça vous fera du bien, oui, mangez moins gras, moins sucré, moins salé, ça vous fera du bien. Aujourd'hui, des protocoles de précision avec des doses voilà, particulières voilà. témoignent non seulement euh, de bénéfices dans la réduction des symptômes, par exemple la fatigue dans le cancer du sein, mais pas que, potentialise des effets en fait de molécules. Et on le voit dans les programmes d'activité physique. Si vous avez envie de lire un papier, on avait fait une synthèse avec Pierre Sénès au bulletin du pardon, au bulletin du cancer en 2020 en disant il y a aujourd'hui dans des immunothérapies de certains cancers des programmes d'activité physique adaptés à des doses particulières Oui, qui vont avoir une potentialisation de l'effet du médicament. Donc c'est bien 1 plus 1 égale 3. Et je crois oui, oui, qu'on est oui, au oui. début On d'une est, évolution on là-dessus. est très au-delà des simples conseils qu'on pouvait Exact, donner il y a exact, encore 10 ans, bouger, manger bien, exact, manger mieux, etc. exact. Dormez, tâchez de réserver suffisamment de temps pour dormir, etc. Bon, mais ça, c'était des conseils généraux et les rationaliser est une chose qui va améliorer non seulement le bien-être des patients, mais effectivement, je veux bien l'efficacité, en tout cas l'activité physique adaptée a été montrée il a été montré qu'elle était tout à fait, enfin, qu'elle Oui, apportait un plus aux données de survie. oui, mais si je puis me J'aimerais, pardon. juste un mot parce que Pierre m'a appris beaucoup de choses et je tiens à le remercier aussi, c'est vraiment l'idée de recommandation générale, ça ne remet pas en question l'idée de bouger plus. Bien Mais sûr, bien sûr. pour certains cancers, dans des cadres particuliers sur lesquels même la génétique, il y a une responsive, il y a en tout cas, il y a une réponse qui est meilleure pour certains niveaux d'activité physique et certains cadres. Et c'est là tout l'enjeu, c'est de dire que euh, si on dit à un patient bougez plus, bah finalement, une course à pied ou un rentraînement à l'effort sur un vélo chez un kiné ou à côté la pétanque, finalement, c'est la même chose. Ben non, là, l'enjeu, c'est bien de dire qu'il y a des Oui, doses, oui, des contenus exactement comme pour la philosophie du médicament. Donc, la recommandation de santé publique est utile, nécessaire, indispensable. Et à côté, pour certains patients dans certains cadres, et on ne va pas forcer tout le monde, et là, Pierre pourrait me dire, non, non, attention, effectivement, pour certains patients, ce n'est pas nécessaire d'aller trop loin et de pousser des gens à faire de l'activité physique adaptée alors qu'ils n'en ont pas besoin. Donc, pour résumer, l'APA n'est pas une intervention non médicamenteuse, mais des programmes d'APA qui ont été prouvés oui, labellisés oui, sur des c'est effets. bien compris. Ça change ça Paradigme. change la donne Oui, en rationalisant ce qu'on fait de façon intuitive c'est ça, et sans substrat, exactement. et sans substrat rationnel. Ça change totalement l'aspect des choses et ça permet réellement de faire des choses beaucoup plus précises et adaptées à chaque patient. Tout à fait. C'est bien compris. Je voudrais compléter, si vous le permettez, j'ai des questions qui complètent ça. En fait, on a des données qui commencent à arriver, qui sont assez soutenues maintenant. Il faut quand même aller chercher les informations dans les études. Il me semble, Greg, qu'on pourrait quand même voir positivement les études d'intervention randomisées. Parce que au début, tu dis l'intervention, ça n'a pas de sens. Moi, enfin, randomisée, il me semble que l'étude randomisée garde quand même du sens dans des protocoles de soins précis et dans un progrès justement de la meilleure. Il y a la mécanistique, mais il y a aussi
quel bénéfice à attendre en pratique? Est-ce que tu gagnes en survie, par exemple? Est-ce que tu gagnes 3 mois de survie? Eh bien, par exemple, il y a une étude assez récente qui a été publiée dans le JCO en 2021 qui montre qu'une prise en charge diététique et psychologique pouvait gagner dans des cancers œsogastriques métastatiques, on gagnait 3 mois de survie en début de traitement lorsque dans le bras étudié, on adossait une prise en charge nutritionnelle et psychologique. Mais qu'est-ce qu'on met là-dedans? C'est tout ce que tu disais, Greg. C'est-à-dire, quel est le protocole, en fait? Et le protocole, il est très précis. Et c'est de la psychologie, par exemple, avec du TCC, c'est pas de la c'est pas de la psychodynamique. Est-ce que la psychodynamique fait pareil que le psycho-TCC? Je n'en sais rien. Le nombre de séances est très précis. C'est des séances mensuelles jusqu'au décès. Pour la nutrition, c'est pareil. Donc, les protocoles, là aussi, Temel dans le New England, quelques années avant, avait publié ça aussi. Et donc, on a des choses qui commencent à arriver de façon très précise dans des grands essais randomisés et qui montrent l'impact que peuvent avoir ces interventions non médicamenteuses, mais aussi la dangerosité que l'on pourrait avoir à sens inverse si d'autres personnes tiraient dans l'autre sens, alors même que dans le protocole précis, on a une intervention qui est bien définie et précise. Quand on donne un médicament, on le donne à la bonne dose et pendant le temps qu'il faut. C'est pareil pour le protocole de soins, si j'ose dire. Et du coup, je voudrais aller un petit peu plus loin parce que ça veut dire aussi quelle formation pour les professionnels. Parce que tu as mis un bon niveau, mais derrière moi, mon diététicien, il n'est pas obligatoirement formé, enfin le diététicien avec qui je travaille, il n'est pas obligatoirement formé à ça. Le psychologue qui fait du psychodynamique, il ne fait pas du TCC. Je parle de psycho parce que tu es psycho dans ta formation en santé, que tu pourras répondre plus facilement que sur d'autres pratiques. Mais là-dessus, tu vois, pour venir te chercher un peu, c'est pas si simple. Et quand tu es en proximité, en pratique quotidienne, d'abord, c'est des interventions mutualisées, en même temps coordonnées par un médecin dans ces pratiques très souvent. Comment tu fais à proximité du soin, à proximité du domicile pour le gérer, tu vois, en fait, tout ça, toutes ces questions-là sont ouvertes, bien sûr. Et c'est en plein débat, ça phosphore dans le cerveau. Voilà. Alors, merci beaucoup de toutes ces questions. Je vais les reprendre dans l'ordre. La première, la randomisation. Nous imposons dans le modèle la randomisation. Dans l'étude effectiveness, vie réelle, on impose la randomisation. Ce que je disais, c'est que on ne peut pas faire du triple aveugle, simplement le patient sait, si tu veux, qu'il fait cette psychothérapie. Et donc, on a pris avec toute l'équipe, avec les 1000 personnes, les 1000 Français, donc cette décision en disant, on fait une étude randomisée, mais en revanche, c'est une étude en vie réelle. Deuxième sujet important, tu as raison, la question de la combinaison de ces interventions. Il serait illusoire, voire dangereux, de dire il en faut qu'une. Potentiellement, il en faut deux. Il peut y avoir une intervention psychosociale. Je pense notamment aux immunothérapies ou aux traitements oraux des cancers qui sont en train d'arriver. Et à l'ICM, je voudrais remercier ici une pharmacienne qui s'appelle, ou un pharmacien qui s'appelle Caroline Perrier, en disant qu'elle a constaté effectivement que des patients ne prenaient plus correctement en fait le médicament parce que ces médicaments sont pris par la bouche alors qu'ils étaient avant en intraveineuse. Et donc, un pharmacien peut aussi avoir un rôle pour un programme d'ETP pour améliorer l'observance de l'utilisation de ces médicaments. Mais ça ne veut pas dire qu'à côté, il ne faut pas un programme d'activité physique et potentiellement à côté, comme tu l'as dit, Pierre, on pourrait avoir une thérapie cognitivo-comportementale améliorant les troubles du sommeil. Donc en gros, c'est une combinaison. Donc l'enjeu de la recherche de demain, et pour les prescripteurs et pour potentiellement ceux qui vont combiner ces solutions, donc pour les équipes de soins au sens large, par les intelligences artificielles, parce qu'on aura un code précis, non pas de la psychothérapie, mais bien d'une intervention onco-spécifique, d'un psy, d'un diète. Et je pense que vraiment, l'amélioration pour les diètes, avec cet outil, cette plateforme sur laquelle ils pourront regarder de près en disant, ah tiens, je connais ce protocole de diététique, je connais ce protocole de diététique, et la recherche va progresser aussi en diététique, et finalement, eux vont refaire remonter des informations, ah tiens, ça marche bien sur ce cancer, ah tiens, ces patients, ils ne sont pas répondeurs, et donc avoir en gros une culture de la bonne astuce et de la bonne pratique. Et ta dernière question, elle était extrêmement C'est la importante. formation. La formation. Merci beaucoup. Et donc, effectivement, merci beaucoup. C'est une vraie question. Et ça, c'est au NPI Summit la semaine prochaine avec justement les organisations professionnelles. Donc, on a invité Sébastien Gahar, qui est le président de l'Union nationale des professionnels de santé. L'enjeu, effectivement, de dire comment on pense cette formation. C'est pas une société savante comme la nôtre de faire
toutes les formations. Nous, on a l'espoir que la Société française du cancer va faire finalement des informations et des formations, informations et des formations sur ce qu'on a appelé un socle éthique transversal pour les équipes de soins, un diète, un kiné, un APA, etc. Enfin bref, toutes les professionnels des soins de support pourraient donc avoir cette formation. Et pareil sur le plan de la recherche, donc en gros une formation initiale et une formation continue. Mais comme vous l'avez bien vu, l'enjeu c'est de co-construire avec les autorités. Donc on discute avec la Haute Autorité de Santé, on discute avec le ministère de la Santé, on discute avec l'Académie de médecine. Il faut effectivement qu'il y ait, si vous voulez, une, une manière de penser ces interventions d'une culture qui était de la recommandation de santé publique ou la promotion de la santé publique ou le changement de comportement ou le yaka faucon. Puis finalement, on voit que c'est difficile. Et donc, comment ces interventions vont pouvoir s'inscrire dans l'offre de soins avec une meilleure traçabilité, une meilleure sécurité, et encore une fois, dans l'optique de la démarche qui a été faite dans le médicament il y a 70 ans. On ne fait que copier 70 ans après, avec une complexité, mais à la fois une spécificité de ces pratiques, et on a bien l'intention de co-construire niveau France, mais niveau européen. Et donc, encore une fois, ça va être discuté avec des grands spécialistes de l'assurance maladie, et on espère également avec les facultés de médecine qui sont devenues aussi des campus santé sur lesquels on pourrait faire ces formations concrètement dans ces lieux de formation. Greg, une dernière question. Le temps est arrivé, mais on peut prolonger si besoin. Dernière question qui est issue du chat. J'aimerais savoir si une exploration des mécanismes physiologiques ont déjà été investigués pour corréler la NPIS à la prise en charge des cancers. Le résultat serait-il meilleur avec ou sans traitement pharmacologique, essentiellement naturel? C'est une question importante qui ne relève pas de la société savante NPS. On s'occupe pas du tout du diagnostic. Je pense qu'il y a un élément important derrière cette question. Il y a les médecines traditionnelles qui s'occupent de diagnostic. Exemple, la médecine traditionnelle chinoise diagnostique la stagnation de qi du foie. C'est un diagnostic de la médecine chinoise. Ce diagnostic, pour nous, en tout cas, ça ne relève pas de notre société savante. Ce qu'on fait, nous, c'est on s'appuie sur des diagnostics de la médecine occidentale, factuelle, pour pouvoir proposer strictement que des solutions. Après, tout l'enjeu, c'est un mouvement de recherche. Je l'ai dit au début et je vais le redire. On n'a aucune opposition avec n'importe quelle pratique. Je te coupe une seconde parce que c'est l'objet de la question. Je la reprends. Hein. J'aimerais savoir si une exploration des mécanismes physiologiques ont déjà été investigués pour corréler la NPS à la prise en charge des cancers. Et donc, pour moi, ce que j'entends dans la question, c'est ce que tu as mis. Vous faites quand même aussi des études mécanistiques pour comprendre comment ça marche. C'est ce que je comprends dans la question, là, non? Ou je me trompe? Ouais, en tout cas, ou c'est moi qui comprends, hein, je peux ne pas comprendre. Je voudrais bien insister là-dessus. Nous sommes une société savante. Je vous invite, si vous ne savez pas quoi faire, à écouter le podcast de Étienne Klein, Le goût du vrai. Il a fait un livre en 2020. À cause de la Covid, je pense qu'on a dit de grosses bêtises et qu'il était important, et vraiment il le pointe dans des vidéos, la différence entre la recherche et la science. Et Pierre, je vais y passer quelques secondes, mais je pense que c'est important. Une société savante est là pour encourager la recherche et est là pour faire des synthèses et d'offrir une connaissance au grand public et au plus grand public. Mais à cette question-là, une société savante ne mène pas de recherche. C'est quand je suis dans ma casquette de chercheur dans mon équipe INSERM que je mène des recherches. C'est toi, Pierre, à l'Institut du cancer, qui mène avec un laboratoire ou avec un hôpital une étude. Là, je suis dans la casquette société savante. Une société savante ne mène pas d'études. Par contre, elle identifie la science, où en est la connaissance sur telle et telle intervention non médicamenteuse. Nous, on va s'occuper de ça. On va faire des états, si vous voulez, des connaissances sur ces interventions non médicamenteuses. Et l'enjeu est de dire que potentiellement, dans tel ou tel point, aujourd'hui, on ne sait pas encore. Je suis persuadé que si je te pose la question, Pierre, dans le cancer du sein métastatique, quel est le régime diététique qui convient?
peut-être que la recherche est encore insuffisante pour dire c'est tel ou tel régime. Et peut-être qu'effectivement, pour l'instant, la science va dire il y a encore à progresser. Et donc, on va faire appel à la recherche pour mener des études et pour voir s'il y a effectivement des diététiques qui sont spécifiques. Et si elles le sont, alors ce sont bien des interventions non médicamenteuses si elles répondent au NPI modèle. Dernière question, après j'arrêterai, mais d'importance. On pourrait imaginer une habilitation aux INM après la formation initiale des professionnels de santé, sous forme d'une formation continue, par exemple. Oui, c'est exactement ce qu'on va proposer. Venez en visio ou venez en distanciel ou en présentiel au NPI Summit. C'est la session qui va se dérouler le 17 octobre de 14 heures à 16 heures. C'est typiquement la réponse qu'on va commencer à proposer avec l'assurance maladie, avec un certain nombre de groupes, avec on a invité la présidente de l'Association européenne de santé publique. Effectivement, il y a un véritable enjeu de formation, de labellisation, mais aussi de reconnaissance, je voudrais insister là-dessus, de reconnaissance des professionnels qui mettent en œuvre ces interventions, qu'ils soient dans des structures hospitalières ou qu'ils soient dans des structures de périphérie, comme des maisons pluriprofessionnelles de santé, dans des maisons sport-santé, pourquoi pas, mais également dans des réseaux de soins. C'est tout cet enjeu-là, ou en cabinet, naturellement. Bon, ben, pour moi, c'est clair. Merci beaucoup, Grégory, pour ça. Merci beaucoup à la Société française du cancer et à Mme Charlet pour l'organisation. Bah, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Et alors, je vous annonce tout de suite le prochain webinaire, donc le 31e webinaire qui aura lieu le mardi 12 novembre à 18 heures, qui sera donné par Sylvie Dolbeau de l'Institut Curie sur la peur de la récidive en oncologie, les modèles cliniques, les facteurs de risque et les modalités d'intervention psychothérapeutique. Donc, je vous enverrai comme d'habitude un lien. Et pour tous ceux qui se sont inscrits et qui ont participé, vous recevrez le replay et le PowerPoint d'ici 8 jours. Très bien, Voilà. Merci beaucoup. Voilà. très bien, Un très grand bien. merci Au revoir. à tout le monde. Voilà. Bonne Merci soirée. beaucoup. Au revoir à tout le Au monde, revoir. merci.